Bonjour, nous nous trouvons à la Maison de la Poésie Jean Joubert et c'est toujours avec émotion que je vais dans ce lieu parce que Jean Joubert était un très grand ami à moi qui a eu la gentillesse de s'intéresser à mon travail graphiste et de mettre des mots sur mes images. Et réciproquement, moi j'ai mis des images sur ces mots, en particulier des haïkus. Bon, nous sommes là parce que c'est l'inauguration du printemps de la poésie sur le thème du désir. Alors le désir, c'est quand même un mot important et je crois que c'est ce qui nous aide à vivre. Sans désir, on est un petit peu mort. Et je suis là parce que j'ai travaillé sur les arbres, mais je ne me suis pas intéressé au feuillage. Je me suis concentré sur les troncs et les ramures et j'ai essayé d'en tirer, disons, une sorte d'abstraction parfois. Voilà. Et puis, ce qui est important, le papier sur lequel j'ai travaillé joue un rôle très important. C'est un papier artisanal qui s'appelle le papier Antemoro, qui est fabriqué à Madagascar, qui a des origines très anciennes et qui était utilisé dans des cérémonies religieuses. Il a une charge, disons, mystique importante. Et puis, il était tombé en désuétude. Et puis, un gars astucieux a eu l'idée de le transformer en papier décoratif en semant des petites fleurs. Et on en a fait des panneaux, on en a fait des cartes postales. Mais moi, justement, j'ai demandé à l'usine, c'était à Madagascar, moi je vivais à La Réunion à l'époque, de me faire un papier neutre. Pourquoi ? Parce que justement, l'intérêt de ce papier, c'est qu'il y a des différences d'épaisseur. Et ces différences d'épaisseur, pour les faire ressortir, je suis amené à coller mon travail sur un fond de bois qui est teinté. Voilà un bon exemple. Et puis, justement, pour retrouver un peu et pour donner une sorte d'aura à mes ramures et mes troncs, j'ai fait des réaux au crayon de couleur. J'ai longtemps travaillé des crayons de couleur. C'est un outil que j'aime beaucoup et que je maîtrise, j'espère, assez bien. Et voilà, vous voyez les travaux. Presque partout, j'ai rajouté cette aura pour, en somme, mettre le tronc d'arbre en majesté. Et c'est un petit peu... je ne sais pas, je pense à des ex-voto et je pense aussi à un tatouage. Pourquoi ? Parce que la peinture, elle pénètre le papier comme l'encre du tatoueur pénètre la peau. Et cela donne quelque chose de très intéressant. Et c'est ce papier-là, je crois, qui participe à l'originalité de mon travail. Voilà. Et j'ai eu la chance que le poète Jam Sacré s'intéresse à mon travail et en tire 5 chants absolument merveilleux. Et ensuite, nous avons fait un montage et Jam a trouvé un éditeur qui a été enthousiasmé et ça a donné ce livre-là. Voilà. Les arbres sont aussi du silence. Et ça m'amuse un peu parce que je sais que je travaille, j'ai des tas de thèmes différents. Et puis un jour, il y a une amie psychologue qui, je lui ai dit, oh, mais c'est très différent, mon travail, ça doit surprendre. Elle m'a dit, non, ton travail, c'est toujours du silence. Alors, Jam Sacré, il ne savait pas ce qu'elle m'avait dit, mais il a trouvé ce mot-là. Voilà, alors j'insiste sur le côté recherche à la limite de l'abstraction, pour arriver à des signes avec un petit côté peut-être un petit peu oriental ou asiatique. C'est à vous de voir. Voilà. Et il y a 26 textes et il y a 26 dessins sur lesquels on a plaqué, j'ai repris, avec Jam Sacré, on a extrait certaines phrases qui vont vis-à-vis des dessins. Voilà. Exemple, si beau papier, sa beauté me semble la mort et le vivant du monde. Voilà. Un exemple d'association. Et par contre, les textes se succèdent, mais je vais céder la parole à Jam Sacré
qui va se faire, j'espère, un plaisir de lire ces textes. Voilà. Merci, à bientôt. Bonjour. Je suis très heureux d'être ici à la Maison de la Poésie Jean Joubert, en compagnie d'Annie Estève et de Raphaël Ségura. Et après la présentation que vient de faire Raphaël, je vais maintenant vous lire la série des 5 séquences de poèmes qui accompagnent ces dessins. Voilà, j'avais écrit mon 4e de couverture du livre un petit texte qui explique un petit peu ce qui s'est passé. Un jour, quelqu'un dessine des troncs et branches d'arbres nus, à cause peut-être d'une rencontre avec de vrais arbres, mais rencontre aussi avec un papier fait à partir de l'écorce d'une variété de mûrier cultivée à Madagascar. Puis rencontre avec des poèmes. Les dessins font penser et rêver, donnent des mots qui en appellent d'autres. Les mots dessinent du sens, un phrasé, de l'écriture qui fait signe au dessin, à des arbres qu'on a connus. En vain, rencontre avec un éditeur, un livre. Quel arbre paraît, disparaît dans le silence du livre. Les arbres sont aussi du silence. 1. Sans doute que les arbres meurent. On ne voit plus soudain que des branches nues, des couleurs de bois sec ou qui pourrit, poussière, d'un grand fracas de force qu'on abat, les ormes qu'on avait devant chez soi, ou plus loin dans un bourg ancien de la Nouvelle-Angleterre. On se souvient de buissons vendéens, de lieux dits, l'humet de la vie, mais son orme est parti, comme sont partis les 3 ormeaux qui donnaient leur nom à une place dans la ville d'Aix-en-Provence. Des arbres meurent, ils ne vont pas rester vivants dans le poème qui les écrit. Ah, ce large mouvement d'arbres qui tombent au fond des mots qui les oublient. C'est un paysage d'hiver ou de presque printemps, achaillé sous les ormeaux, une image sur l'enveloppe d'une lettre envoyée par le poète-éditeur Louis Dubout. On voit du bleu dans la rivière, un pont massif et trapu et tout alentour, des ramures dans un ciel clair. Au moment qu'on aurait cru les arbres morts, la saison soudain les reverdit, comme un peintre peut faire en peignant des arbres nus. Sans trop y penser, pour accompagner les dessins d'arbres secs que m'envoie le peintre Raphaël Ségura, mon poème s'en va en couchant les uns sur les autres des vers de différentes longueurs. C'est comme un ramier d'écriture. Un ramier dans les villages du Bas-Poitou, c'est quand on coupe en hiver, hache ou tronçonneuse, les branches des haies d'arbres et qu'on les dispose en longs tas couchés sur l'herbe qui reste au bord des talus. Ligne d'un poème couché sur le blanc du papier, au bord de plusieurs dessins. Avec les remembrements, avec le passage de grandes tempêtes, il arrive que les arbres s'effondrent. On ébranche, on tronçonne et bientôt, il ne reste plus que des souches tenant au sol encore solide ou arrachées avec énormes tas de terre. On entend le mot souche en les regardant, quelque chose de sombre qui rumine la mort. Parfois, plus tard, de l'herbe devient verte dans la masse terreuse et des surgeons poussent dans le bois pourrissant. On entend le mot source dans le bruit du mot souche. Le poème, un dessin, sent-il pas toujours le bruit du vivant dans ce qui semble mort? Parfois, les arbres ne sont plus que branches et troncs torturés, comme on peut voir à des endroits de Mezza Verde, telle partie du plateau entièrement brûlée, silencieuse autant que les maisons-villages des ancêtres indiens, caves qui s'ouvrent en balcon,
dans la tombée des falaises, années tombées depuis des siècles dans le silence, des arbres brûlés de silence. Et dans les espaces cultivés des pouilles, toute une plantation d'oliviers que la maladie mange. Et c'est comme encore des lambeaux de forêt brûlée, pas loin de grandes fermes fortifiées, si on entend, dans le silence de l'été, se plaindre ce qui reste parfois des arbres et de la vie passée. Dessiner un arbre sur du papier, et s'il n'est plus qu'un tronc torturé, pourvu de branches violemment écourtées, comme il aurait dit Ronsard, n'entends-tu pas l'arbre raclé, mouliné, broyé, qui crie dans le papier? Papier, joli papier que l'arbre a donné, dans son plaisir ou sa douleur, comment savoir, ou de l'indifférence. Écrire ou dessiner dans la chair du monde nous apprend quoi qu'on n'entend pas? De papyrus à papier, ou de bien avant papyrus, dans la nuit étymologique, ça fait comme une musique. La musique souvent brutale des progrès de l'homme dans le monde. Papyrus ou parchemin, la sève et le sang ont séché. Papier, c'est l'hécatombe, non plus des bœufs grecs, mais des forêts qui tombent. Écrire et dessiner, quelle musique pour rédimer le monde. Parfois, le papier te surprend, sa finesse, avec d'infimes froissures. On a l'impression d'une pâte qu'on aurait pressée puis séchée, sans utilisation d'une forme, ni pontuseau, ni vergure. Le papier prend l'encre et la couleur jusqu'à faire paraître le dessin d'arbre en son verso, où l'œil peut se dire qu'il est à l'intérieur de l'arbre, sous l'écorce du dessin. Le poème se demande s'il pourrait, pareil, montrer l'intérieur des mots. Sur quel papier mental, pulpe de pensée, de sentiments, de savoir et de désir, faudrait-il écrire pour y parvenir? Si beau papier qu'on oublie, qu'il a fallu broyer les arbres, la forêt primaire bientôt disparue, mais les plantations de peupliers si légères, dans la plaine lombarde, les vergers d'amandiers, dans les collines de l'Alpujarra, les cerisiers qu'il y a dans le tremblé des poèmes. Si beau papier, sa beauté, met ensemble la mort et le vivant du monde. Le papier porte le nom des gens qui le fabriquent, à partir d'une écorce d'arbre, le mûrier avoa, long parcours depuis Madagascar jusqu'à Montpellier, où des mûriers par longue alchimie, de feuilles mangées puis de cocons fermés, étouffés, dévidés, d'autres manipulations, deviennent de la soie. Le papier antémoraux, c'est aussi de la soie, sa douceur fine au toucher, tant de légèreté, s'il parle encore de ce mûrier malgache que tu n'auras pas vu. Il y avait le grand cormier de Cougoulet, la savoureuse pourriture de ses petits fruits, et maintenant, oublié le rugueux du tronc, le plan des fleurs, large panicule, et léger le feuillage dans sa densité verte. Un grand cormier qui n'existe plus, des cormes, on n'en voit jamais sur les marchés. Il y a un meuble bonnetière en bois de cormier qui fut longtemps dans les greniers de Cougoulet, sans bois solide et dur, un dessin qui le date peut-être de plusieurs siècles passés. Un arbre dans sa mort peut continuer pour de vrai la couleur et quasiment le goût du passé. Les arbres capins-coraux sont beaucoup de feuillage, ce qui n'empêche pas qu'on y voit parfois du bois mort.
Je pense à des ormes qui respiraient dans le ciel de la Vendée, à des poèmes de Jean Rivière. Mourir est comme un mot vivant qui se transporte vivant jusqu'en des mots d'aujourd'hui. Les arbres de soutine, comme écorchés par le vent, tourmentés jusqu'à montrer nus leurs branchages et troncs torturés, le ciel brassé de violence, villages et bourgs à la dérive, la peinture les jette en gestes véhéments, en travers du temps d'après, en travers de la parole éberluée du poème. Dans le pueblo de San Ildefonso, il y a le plus beau peuplier Cottonwood. On peut imaginer que Maria Montoya Martinez a poli parfois dans son ombre de ses poteries noir sur noir, un brillant noir sur un noir mat, ou le contraire. On imagine aussi la couleur de l'arbre en octobre, puis le branchage presque nu, les peaux rentrées. Maria Martinez n'est plus. Si le peuplier de San Ildefonso reverdit toujours aujourd'hui, le même feuillage que par le passé, d'autres potiers continuent d'affirmer que la couleur noire est vivante. Dans une arrière-cour en désordre, motos, quelques vélos, bâtiments de l'ancienne école normale appartenaient. Un robuste magnolia fleurissait en taches de blanc crémeux parmi le feuillage solide, s'il est encore là, dans l'école désertée. De la Louisiane à des endroits de la Sicile, tu le retrouves bien présent, même s'y appartenait, on a peut-être débité son bois. Quel feu continue de s'entretenir en brûlant des mots. Une souche d'arbre mort, si déjà, ce n'est pas la réduction d'un chêne ou d'un châtaignier, a comme un signe de bois prenant forme, si tu le regardes, autant dans sa matière pourrissante que dans l'abstraction qui s'éveille en ta pensée, d'une ramure et d'un feuillage qui ne connaissent plus que le vent de tes souvenirs. Le concret du présent se nourrit de l'épure réduite à rien du passé. Une souche qui n'est plus que trait d'encre et bruit de mots qu'on fagote, dit bien qu'écrire et dessiner sont des traces d'une abstraction continuée. Même dans une figuration poussée à l'extrême, si tu en caches en partie le dessin, tu n'as plus forme d'arbre ni branchage, ni chevelu de racines, tu découvres que tâches et mouvements abstraits sont aussi la vérité de tes figures. Tout paysage en peinture, bouquet fleuri, poterie, accompagné de quelques fruits, coraux, chardin ou morandi, te parle bien sûr de bouteilles, d'une rose épanouie, de l'ocre d'un mur, mais surtout de couleurs mises les unes presque dans les autres, des formes qui se perdent dans un improbable fond. Ainsi Monet, insensiblement, quitte peu à peu l'apparence concrète de ses motifs pour l'énigme du mélange formes et couleurs qu'il y a dans ses dernières peintures au musée Jacquemart-André. Mais si des arbres deviennent des signes, et quasi comme de l'écriture peinte, le noir et les gris de l'encre de Chine, qui les force vers des formes abstraites, n'abandonnent pas pour autant un souci de figuration. L'œil peut y rêver, la pensée, se souvenir des figures que Léonard a vues dans les taches d'un mur. Toute peinture abstraite est au moins l'image des formes et des couleurs de sa matière. Dessiner, peindre, écrire se laisse aller toujours dans le plaisir ou la désespérance, à mêler à du sens dont on se demande s'il est encore du sens.
Tu regardes un dernier dessin de Raphaël Ségura et tu peux penser que son travail à l'encre de Chine, c'est à cause d'une souche d'arbre qu'il a vue, mais tout autant à cause d'un tronc et quelques bouts de branches qu'il a auparavant dessinés, puis les formes lui ont échappé. Elles sont devenues ce paquet de lignes d'encre que sans doute elles étaient déjà dans les dessins qu'on s'imaginait bien maîtrisés et qui pourtant, maintenant que tu les revois, les montraient d'emblée à tes yeux mal aiguisés. Je vais m'en tenir pour encore quelques poèmes, à mettre en mots de façon très figurative quelques arbres rencontrés en des paysages plus ou moins familiers. Peut-être qu'ainsi ces mots diront mieux ce que je n'ai pas su voir dans leur vérité d'arbre, ce que je ne sais pas voir dans l'écriture d'un poème. Rien de plus éloigné des branchages tronqués qui sont sur le tissu fin de ce papier malgache, en version figurative ou forme qui se libère dans l'abstraction, que la haie de grenadiers fleuris qui ferme une terrasse au 16 de la rue du Salagou à Montpellier. On y voit pourtant une membrure de troncs clairs, mais elle se perd dans la verdeur la plus fraîchement verte du feuillage, et le rouge des fleurs avive si intensément comme un désir du buisson. Et ce poème où je crois dire une vérité de la haie, n'est-il pas qu'un vieux fagot de branches mal parlées, ne disant même aucune vérité d'écriture? On aimerait le mot vérité aussi rouge et franchement donné que la fleur du grenadier. Dans le fond du jardin, les 2 pommiers troches avaient leur port en effet, comme c'est dit dans un article que je lis, beaucoup plus large que haut. On cueillait facilement de leurs fruits, lesquels souvent se présentaient en bouquets, des troches de 2 ou 3 pommes, en levant simplement le bras quand on était sous le vert épais de leur feuillage. Les 2 troncs, je me souviens plus, et s'y en grimpaient jusque dans les branches. Des pommes lisses, leur fine couleur sur un fond de peau verte. J'ai beau frotter le souvenir que j'en ai à des mots d'aujourd'hui, ni l'aspect des troncs, ni le goût des fruits s'en viennent dans ce que j'écris. L'aubépin rouge était-il sans odeur? À côté du chenil puant, 5 ou 6 bigles, ou plus, l'escalier de pierre qui montait au grenier, ou si je n'en sais rien dire, alors que je crois entendre le parfum qu'il y a dans le buisson fleuri des phrases de Proust. On a rasé la ferme de l'Ébaupinet, m'en reste le gris sali de ses murs, l'aboiement des chiens au bruit des fusils, matin d'automne, les granges, le foin, la tache rouge de l'aubépin, comme un printemps qui s'évapore au loin. De l'autre côté de l'Atlas, en direction de Taroudante, il y a une grande étendue d'espace où sont des arganiers, et passant vite en voiture, on pouvait en remarquer un très vert, parmi d'autres réduits à comme du bois mort. Ou bien c'était le contraire, un grand squelette noir, à l'aspect menaçant parmi d'autres restés verts, qui persistaient dans leur vert. Ainsi, dans l'activité d'écrire ou de dessiner, on ne sait jamais si de la vie s'affirme parmi des signes ou des mots perdant sens, ou si c'est de la mort qu'on installe dans ce qu'on croit vivant. Un arganier, qu'il meure ou qu'il verdoie, est assez comme une colère d'arbre, comme un impossible triage de la mort avec le vivant. Le prunier mirobolant, celui de Cougoulet dans le bas de l'Aubraille, avait de beaux fruits rouges, une chair douce, un brin aigre,
l'arbre comme un fagot défait de branches dans l'épaisseur du buisson qui limitait le ténement de l'aubrail. Tu mangeais peut-être ce mot mirobolant, autant que le rouge un peu fade des fruits. Le remembrement a tout détruit. Écrire et dessiner bouge, autre chose que des souvenirs. Il y a un dire dont on ne sait rien. Les arbres, les mots, les formes qu'on dessine sont aussi du silence.